bout du 6e ou du 7e mois, je le surprends un matin en train de se masturber sur le balcon de notre logement. Lorsqu'on tombe amoureux, on se dit toujours que c'est pour le meilleur. Pourtant, eux représentent le pire. Petit à petit, ils tissent une toile autour de leurs victimes. Ils emprisonnent ceux qui les aiment, ils les diminuent. Leur pouvoir de nuisance est sans limite. Eux, ce sont les pervers narcissiques. Tamara a croisé la route d'un manipulateur. Elle commence à peine à se relever. Pour Martin, c'est une femme qui a fini par montrer son double visage. Tamara et Martin s'en sont sortis de justesse. Mais comment ont-ils réussi à se reconstruire après avoir connu l'enfer amoureux? Je m'appelle Tamara et j'ai vécu 10 ans avec un manipulateur narcissique. Je m'appelle Martin et j'ai vécu 3 ans avec une perverse narcissique. Un jour, la route de Tamara et de Martin croise celle de ces manipulateurs de l'ombre. Très vite, ils se retrouvent totalement sous l'emprise de leurs conjoints respectifs, prêts à tout accepter, y compris les pires violences, quitte à y laisser leur santé, quitte à devenir fous. Nous sommes à Courbevoie, à quelques mètres de l'ancien immeuble de Tamara. C'est éprouvant de revenir là où j'ai vécu 10 ans. C'est mon enfer ici. Ça fait longtemps que la jeune femme n'était pas revenue dans cette ville de la banlieue parisienne. Et pour cause, elle a carrément fui son domicile. On va tourner à gauche. On se rapproche là. Bien que 2 années se soient écoulées depuis son départ, Tamara n'est quand même pas rassurée à l'approche de son ancien immeuble. Elle tremble de se retrouver nez à nez avec son ex-conjoint et père de son enfant. Le papa, si je devais le croiser, j'aurais effectivement très peur parce que quand on a subi la violence conjugale, on a toujours une peur qui reste toujours présente. Pendant 12 ans, Tamara a vécu avec un manipulateur pervers, ou pervers narcissique dans le langage des psychiatres. Homme parfait en public, bourreau en privé. La jeune femme y a laissé sa santé, ses amis, son travail. Et même la garde de son petit garçon. Dans la chambre de Timaël. C'est une chambre qui est bien rangée, vide, parce qu'il manque mon enfant. Pour échapper à son conjoint, Tamara a dû s'enfuir à Strasbourg. Un choix qui lui a coûté la garde de son fils. Et pourtant, son histoire avait débuté comme un conte de fées. J'ai rencontré mon ex-compagnon en 2001. J'ai été séduite par l'homme charmant, bavard, attentionné. C'était un beau moment quand je me souviens de cette période-là. C'est super magique, une rencontre. L'homme a 8 ans de plus que Tamara. Issu d'une famille bourgeoise, il possède une excellente éducation. Un poste à responsabilité. Pour elle, c'est l'homme idéal. Donc voilà, on n'arrive pas à se séparer et c'est comme ça que notre histoire commence. Et d'ailleurs, elle est très fusionnelle, puisqu'en même pas 3 mois, j'atterris dans son appartement. Il semble coller parfaitement à l'idéal de la jeune fille. Mais en réalité, son prince charmant possède une double personnalité. Marie Anderson, vous êtes psychologue clinicienne et auteure de La manipulation ordinaire. On emploie de plus en plus le terme pervers narcissique. Il s'affiche même à la une de certains magazines. Est-ce qu'on devient pervers narcissique ou est-ce qu'on est comme ça ? On ne naît pas comme ça. C'est une structure de personnalité qui se met en place dans l'enfance parce que ce sont des personnes qui n'ont pas développé un apprentissage des jeux de pouvoir entre les gens
de manière telle qu'elle puisse négocier et ne pas avoir ce besoin de dominer tout le temps l'autre. Est-ce que c'est une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. C'est une structure de personnalité, je dirais, un peu tordue, certes, mais qui est construite librement. Alors comment le pervers arrive à manipuler sa victime? Il ne s'en rend pas compte. C'est quand même très important de dire que c'est instinctif. Quand on demande si c'est conscient ou inconscient, je crois que la meilleure réponse, c'est de dire que c'est instinctif. Ça lui paraît normal de contrôler l'autre personne. Dans le cas de Tamara, dans un premier temps, son mari paraît être l'homme idéal. Oui, alors dans les relations de couple, un symptôme qui est très fréquent, ce sont des relations qui démarrent très très vite et qui donnent une impression d'idéal dès le début. Ce qui est frappant dans les deux histoires, c'est que les protagonistes se sont rencontrés par Internet, c'est-à-dire hors d'un milieu affectif ou amical qui introduit progressivement la relation et qui permet de sentir si la personne nous convient ou pas. Donc ici, on démarre immédiatement dans un processus de séduction. Et donc les gens sans sécurité, je dirais relationnelle, se lancent dans une relation qui leur paraît idéalisée. Mais il y a toujours quelque chose de suspect dans le fait qu'une relation démarre sur les chapeaux de roue. Ça veut dire que le pervers narcissique vérifie si la victime peut tomber dans son emprise? Oui, la victime n'est pas à ce moment-là encore définie comme victime par la personne qui est plutôt perverse. Elle teste la relation et elle sent si elle peut petit à petit développer une emprise sur cette personne, si elle ne se rebiffe pas, si elle est conciliante, alors la relation se poursuit. 3 mois après leur rencontre, Tamara s'installe avec l'élu de son cœur. Mais le rêve va se fissurer quand la jeune femme découvre la vraie nature de son ami. À 36 ans, Martin a lui aussi connu l'enfer auprès d'une compagne perverse narcissique. Une histoire qui a failli le détruire. Là, on est sur la Grand Place. Et c'est ici que j'ai rencontré Charlotte. C'est sur Internet que Martin rencontre Charlotte, celle qui allait faire de sa vie un cauchemar. Mais à l'époque où la jeune femme le contacte, il est à des années-lumière d'imaginer ce qui se cache derrière son visage d'ange. C'est pile ici. C'est assez rigolo qu'on soit face à cette affiche qui est là, presque comme si c'était pas par hasard en fait. Pendant 3 ans, Martin va vivre sous le contrôle total et absolu d'une femme qui va s'avérer être un véritable tyran dans l'intimité. Pourtant, son premier rendez-vous, Martin s'en souvient comme si c'était hier. Elle était très séduisante, elle était très bien maquillée, bien habillée, elle avait des jolis yeux verts et j'étais vraiment sous le charme et je me suis dit, bah, cette fille c'est une perle. Une perle. Le mot est bien choisi. Dès les premières minutes, Martin est ébloui par la jeune femme. Chose étrange cependant, alors qu'ils se connaissent à peine, Charlotte lui confie des détails très intimes de son passé. Alors elle m'a tout de suite annoncé, quand on a pris notre premier verre, qu'elle avait eu une enfance difficile et notamment qu'elle avait été battue par son père. Et dans la foulée, elle m'a annoncé également qu'elle avait été battue par son ancien conjoint. Et ça a tout de suite déclenché ma fibre protectrice. Malgré ces étonnantes révélations, Martin est sous le charme. Il est persuadé d'avoir mis la main sur un véritable trésor. Un trésor qu'il faut absolument protéger. C'est un personnage qui en jette. Elle est aussi très jolie et très charmante en fait. Donc elle me plaît tout de suite physiquement, elle me plaît pour ce qu'elle est. Et si tout ce qu'elle me dit est vrai, voilà, je signe tout de suite. Mais le jeune homme va très vite s'apercevoir qu'il commet une grave erreur. 2 jours après leur première rencontre, les deux amoureux ne se quittent plus. Elle avait un petit studio ici, à l'avant-dernier étage. Et ça faisait pas très longtemps qu'elle habitait là. Ça faisait peut-être 1 mois ou 2.
Donc elle avait très peu de meubles. Elle n'avait même pas de lit en fait, elle avait juste un matelas au sol. Pas grand chose en fait. C'était quand même le début heureux de notre histoire parce que c'est là où elle faisait le plus d'efforts pour être le plus agréable possible avec moi. Et à partir du moment où elle a quitté cet appartement, c'était plus du tout la même Charlotte qui vivait avec moi. Et 2 mois à peine après leur rencontre sur la Grand Place, Charlotte va montrer son véritable visage. Geneviève Schmidt, vous êtes spécialiste de l'aide aux victimes et vous-même ancienne victime d'un pervers narcissique. On entend beaucoup parler d'hommes, mais on se rend compte avec l'histoire de Martin qu'il existe aussi des femmes perverses. Effectivement, il y a des femmes pervers narcissiques et j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent maintenant vers moi. Comment un pervers narcissique parvient-il à créer cette emprise sur sa victime ? Le pervers narcissique crée une emprise sur la victime, mais la victime aussi va chercher le manipulateur pervers. Il y a une sorte de réaction, comme une réaction chimique, qui se passe entre les deux. On dit souvent que la victime tombe dans le piège, etc. Mais bon, il faut aussi se rendre compte que la victime cherche en quelque sorte la personnalité qui va correspondre à ses besoins. Alors vous êtes vous-même passé par là. On ne se rend vraiment compte de rien quand ça se met en place ? À l'instant où j'ai croisé le regard de celui qui allait me faire connaître cette expérience, j'ai su qu'il y avait un danger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé souvent dans les expériences qui m'ont été retransmises par les patients. Ce sentiment de trouble et en même temps une envie furieuse auquel on ne résiste pas. On ne peut pas s'empêcher d'aller vers ce piège. Et très souvent, on se leurre, on se dit « oui, mais je l'aime, donc mon amour va permettre de passer au-delà de ces réticences. » Et voilà, le piège est fermé, quoi. À 22 ans, Tamara pensait avoir trouvé l'homme parfait. Mais au bout de 6 mois, elle découvre l'autre facette de celui qu'elle aime. À commencer par son goût pour le voyeurisme. On s'est installé à peu près 3-4 mois après nous être rencontrés et au bout du 6e ou du 7e mois, je le surprends un matin en train de se masturber sur le balcon de notre logement. Et je suis choquée, je me dispute avec lui, j'essaye de comprendre pourquoi il a fait ça et je comprends pas, je prends une claque. Après cette première gifle, Tamara est terriblement choquée. Elle pense tout de suite quitter son compagnon. Mais contre toute attente, l'homme réussit à retourner la situation à son avantage. Il m'a dit que c'était son passé, que parfois on pouvait faire des choses un peu saugrenues, que ça faisait partie de la vie de couple aussi, voilà, des choses normales. Donc moi, je me suis effectivement posé des questions et puis en fin de compte, je me rends compte qu'au final, c'est moi qui culpabilise, quoi. De début de conversation où je trouve que c'est lui qui a un problème, au final, je me retrouve à la dernière phrase, ah, c'est moi qui ai un problème. Et au milieu, il y a eu beaucoup de blabla, il y a eu 2 heures et au final, on n'est plus à l'origine de la conversation. Tamara est persuadée de ne pas être à la hauteur de celui qu'elle aime. Il faut dire qu'en quelques mois de vie commune, son compagnon a entamé une véritable entreprise de destruction mentale. Moi, il me disait souvent « t'es qu'une merde ». Et moi, je l'ai vécu dans tous les sens du terme, « t'es qu'une merde ». Après, c'est la dévalorisation de sa propre image. Tu vaux rien, tout ce que tu fais est nul, tu sais pas faire la cuisine, le regard comment est repassée ma chemise, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis après, ça devient de temps en temps connasse, pétasse. Harcelée moralement, Tamara perd peu à peu l'appétit et maigrit à vue d'œil. Moi après, je pouvais plus me regarder dans un miroir, je pouvais plus manger. Donc j'ai perdu l'appétit. Je voulais manger, hein. Je suis une gourmande. Et je pouvais plus, j'avais des nœuds au ventre. Ces troubles du comportement alimentaire, le compagnon de Tamara va s'en servir pour asseoir son emprise. Il va la persuader qu'elle est anorexique et la convaincre de quitter son travail.
Pour Martin aussi, tout est allé très vite. 3 mois à peine après leur première rencontre, Charlotte quitte son petit studio pour s'installer chez lui. Mais à peine arrivée, la jeune femme commence à se montrer tyrannique. En fait, toute cette décoration, c'est Charlotte qui s'en est occupée parce qu'en fait, quand elle est arrivée ici, il fallait absolument tout refaire. Donc on a jeté tous les meubles à la poubelle, elle m'a forcé à tout virer et puis au fur et à mesure, on a refait tout à son goût. Martin a beau céder à tous les caprices de celle qu'il aime, les crises commencent. La première dispute éclate brutalement lors d'un dîner au restaurant. Ce soir-là, elle me dévisage et me dit « mais tu me fais la tête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas ?» Alors qu'il n'y avait rien qui n'allait pas, j'étais content d'être là au restaurant avec elle, tout se passait bien a priori. Et là, pendant toute la durée du repas, elle va m'insulter, elle va me dire que j'en ai rien à faire d'elle, et elle va pas me lâcher pendant toute la durée du repas. Et une fois qu'on sort du restaurant, elle va me hurler dessus en sortant du restaurant, elle va m'insulter. Et en fait, on marche, c'est de pire en pire, elle me hurle dessus, elle me traite de tous les noms. Et à un moment donné, elle me prend par le col de chemise et elle me secoue et elle me déchire en fait la chemise, tellement elle a fait ça avec violence. Et ça a duré peut-être 2 heures. Et après, elle s'est un peu calmée et puis c'était tout. Après cet épisode, Martin est désemparé. Mais chaque fois qu'elle va trop loin, Charlotte arrive à inverser la situation en se posant comme victime. Chaque fois qu'il y avait des crises, ça se terminait en pleurs de sa part, en me disant « tu vas me quitter, tu vas me quitter ». J'étais toujours à 2 doigts de partir en me disant « mais c'est invivable d'être comme ça ». Et à chaque fois, je me disais « mais il faut qu'elle se fasse soigner et peut-être que je peux l'aider ». Je me sentais responsable d'elle, je me sentais responsable de sa survie, de son bien-être, parce que, et même de sa survie, ça se justifiait bien, parce que en fait, elle était tellement instable qu'elle pouvait faire n'importe quoi. Elle pouvait avoir des réactions mais complètement disproportionnées et faire vraiment des choses qui sont extrêmement dangereuses. Lorsqu'elle est en colère, Charlotte est capable de tout briser dans la maison, avant de s'automutiler sous les yeux de son compagnon. La veille des fiançailles, Charlotte est entrée dans une crise pas possible. Elle m'en voulait vraiment à mort parce que j'étais pas là à l'heure qu'il fallait. Et à un moment donné, elle a donné un grand coup de pied dans la porte. Son pied est passé à travers la vitre. Elle saignait, elle avait une entaille assez importante au tibia. Malgré cette violence extrême, Martin va quand même se fiancer avec la jeune femme qu'il aime depuis 6 mois. Marie Anderson, on se demande pourquoi Tamara et Martin ne quittent pas leur conjoint dès les premiers signes de violence. C'est évidemment le conseil qu'on devrait donner à toutes les personnes qui ressentent ces premiers signes. Mais ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des personnes qui sont dans une soif d'amour, de reconnaissance, qui est un petit peu excessive, et donc elles se rendent sourdes et aveugles aux premiers signes. En plus, l'emprise est un phénomène qui s'installe progressivement. Et donc la balance entre les bons moments et les mauvais moments est, pendant les premiers mois, très positive. Et c'est encore plus dur d'accepter de se dire que finalement on peut prendre du plaisir dans cette relation ? Je ne sais pas si on peut vraiment, si les victimes vont reconnaître qu'elles ressentent du plaisir, mais paradoxalement, c'est une forme de plaisir un petit peu masochiste, c'est-à-dire que ça donne une forme d'intensité à leur existence. Elles sont habitées par quelque chose de très très important, qui est ce jeu de passion-destruction qui les obsède, dont elles parlent éventuellement ou dont elles ne parlent pas, mais qui occupe intensément leur vie. Et c'est cette intensité qui peut-être leur manquait. Donc pour qu'une relation avec un pervers narcissique fonctionne, il faut que les 2 personnes aient quelque part une personnalité défaillante ? Oui,
Effectivement, les victimes n'acceptent pas l'idée, et on peut le comprendre à hauteur de la souffrance qu'elles vivent, elles n'acceptent pas l'idée qu'elles sont d'une certaine manière complices de leur partenaire bourreau. Or, c'est malheureusement le cas parce que, effectivement, il y a des tas de gens qui ne supporteraient pas de reprendre une relation après s'être fait insulter ou battre, etc. Donc ce sont des gens qui ont un manque de confiance en eux qui est criant. Au fil des mois, le compagnon de Tamara prend de plus en plus de pouvoir sur elle, d'autant qu'il alterne violence avec gestes de tendresse inattendus. À chaque fois qu'il y a une crise où on est tombé très bas, il me fait des super cadeaux, quoi. Il me dit qu'il m'aime et qu'on va s'en sortir. Il y a d'autres moments où je l'aime encore. Et il n'y a pas que Tamara qui soit sous emprise. Son conjoint a également réussi à séduire son entourage. Quitte à se faire passer pour un croyant auprès d'une communauté de chrétiens où la jeune femme s'est réfugiée pour prendre du recul. Ce monsieur va se mettre à faire la vaisselle de 40 personnes, alors c'est pas son cas. Il va se lever pour aller au LOD. Les LOD, c'est la prière le matin à 5h30 du matin. C'est un lève-tard, ça n'a jamais été son cas. Il va faire le bénédicité. Le bénédicité, c'est la prière avant le repas. Tamara sent bien que son conjoint est en train de jouer la comédie. Elle commence à perdre son sang-froid. Je décide d'aller faire une pause clope à côté, dehors. Ce monsieur me rejoint et il me regarde avec un regard j'ai gagné, tu vois, je les ai mises dans mes poches, quoi. Et du coup, je m'énerve, je monte en ton. Et là, il y a le berger de la communauté qui intervient en me disant mais Tamara, tu vois, c'est toi qui as un problème, t'es anorexique et donc voilà, la situation est inversée. Là, je sens que j'ai perdu mes amis que je connais depuis 20 ans. Sans travail, sans argent, Tamara se retrouve désormais sans alliés. Son conjoint s'est octroyé le rôle d'un homme parfait, au détriment de la jeune femme. On voit un homme qui travaille, qui ramène des sous à la maison, qui s'occupe bien de son enfant, hein, puisque devant les autres, il va remonter la chaussette qui est descendue, il va se montrer un très bon père. Et moi, toute fragile, toute cassée, qui a été super abîmée par la violence conjugale, on me voit, presque on s'alarme pour mon état, et ils ont raison. Mais ils ne se posent pas les bonnes questions, ils ne vont pas plus loin. Ironie du sort, c'est le bourreau qui endosse l'image de la victime. Du coup, les proches de Tamara se détournent d'elle. La marraine de mon fils, que je connais depuis plus de 20 ans, est maintenant en contact avec ce monsieur. Et moi, elle ne veut plus du tout me parler. Alors que c'est une amie que je connais depuis 20 ans. Et elle me manque beaucoup. Pour la jeune femme, c'est la double peine. En plus d'être maltraitée, plus personne ne la croit. Malgré les crises de plus en plus fréquentes, Martin et Charlotte se fiancent. Pour leur entourage, le couple vit un bonheur sans nuages. Tous ignorent qu'à huis clos, l'histoire d'amour vire au cauchemar. Sa compagne exige d'avoir le contrôle total et absolu de ses moindres faits et gestes. Elle voulait contrôler déjà l'intégralité de mes communications. Donc mes mails, ou plus facilement les SMS, les coups de téléphone. Donc mon téléphone, comme ça l'a dérangé au plus haut point, j'avais pour habitude de le mettre en silencieux le week-end et de faire en sorte de ne pas répondre aux appels. Très vite, Martin devient injoignable pour ses proches. Désormais, il vivra pratiquement coupé du monde. Les copains qui téléphonent et qui m'ont jamais au bout du fil, après ils commencent à prendre un peu de distance, ça c'est normal. J'étais avant très joignable, tout le temps disponible. Je deviens beaucoup moins. Je deviens beaucoup moins parce que il faut qu'elle soit au centre de mon attention. Et si jamais je veux voir les copains, c'est avec elle. Toute la bonne volonté du jeune homme ne semble pas calmer les angoisses de Charlotte. Elle veut étendre encore plus son emprise. Alors pour la satisfaire, Martin va également abandonner ses loisirs.
Les pervers font tout pour que leur conjoint s'isole, coupe les ponts avec leur entourage. C'est une étape incontournable? C'est un processus très très fréquent d'isoler sa victime parce que c'est une manière de l'affaiblir, bien entendu, d'empêcher les témoins de voir quoi que ce soit, et aussi, surtout, parce que le pervers narcissique ne supporte pas que la personne qu'il aime puisse aimer ailleurs, même si c'est un parent, un frère, une sœur, parce que pendant ce temps-là, sa victime n'est pas centrée sur lui. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est une problématique narcissique. Et toujours dans le cadre de ce narcissisme, ce pervers fait toujours en sorte de passer pour quelqu'un de bien en société, quelqu'un de normal. Oui, c'est indispensable qu'il passe pour quelqu'un de bien et même de très très bien parce que ça renforce son narcissisme. C'est pour ça qu'on trouve de nombreuses personnalités pervers narcissiques à des hauts postes de pouvoir, en politique, dans l'entreprise, dans les médias, parce que ce sont des lieux où leur nourriture narcissique est importante. Est-ce que le pervers narcissique a une limite à sa perversion? Alors, pour dire les choses simplement, ce ne sont pas les pervers narcissiques les plus violents qui sont les plus pénibles pour les partenaires parce que leur violence est tellement évidente qu'on peut plus vite s'en défaire. Les personnalités les plus destructrices sur le plan psychique sont les pervers narcissiques à petite dose, qui restent, je dirais, habillés d'une façade tout à fait cordiale, courtoise, normale, mais qui manipulent de façon sournoise. Et c'est beaucoup plus difficile pour les victimes de prendre conscience du processus de destruction psychique qui se met en place au goutte à goutte. Depuis sa rupture il y a 1 an, Martin a retrouvé les joies du VTT, son sport favori. C'est quelque chose que je pouvais plus faire du temps de Charlotte, parce que simplement, elle ne supportait pas que je puisse partir sans elle, et surtout que je puisse m'amuser, que je puisse faire du sport. C'est quelque chose qui me plaisait, donc qui ne lui plaisait pas. Avant sa rencontre avec Charlotte, Martin avait l'habitude de s'entraîner tous les dimanches avec son ami Jean-Albert. Salut! Ça va? Les deux hommes se connaissent depuis près de 10 ans. Jean-Albert est un des rares à avoir remarqué que quelque chose clochait dans la vie de son ami. Il était pollué par les SMS. Il passait sa vie, il était sans arrêt perturbé, il devait répondre par les SMS. On voyait bien que lui-même ça ne le plaisait pas, que ça l'embêtait. Je me suis posé des questions quand j'ai vu qu'effectivement, il avait vraiment coupé les ponts, qu'on ne savait plus, qu'on ne pouvait plus faire vraiment même de vélo ensemble, par exemple, ça devenait vraiment très difficile. Jean-Albert ne peut que constater la disparition de son vieil ami. Mais il n'imagine pas ce qu'il vit. Il n'en a pas parlé. Que même à ses copains, a priori, il n'en parlait pas. Donc c'est quand même, il était vraiment renfermé, il était sous vase, quoi. En réalité, à cette époque, Martin vit entièrement pour sa fiancée. Au fur et à mesure des mois, les crises montent en puissance. Tous les prétextes sont bons. Je vais me brosser les dents et je mets plus que 1 minute 30. Alors, peut-être pas 1 minute 30 précisément, mais ça dure trop longtemps en fait. Et ça, c'est impossible pour elle que je passe du temps à me brosser les dents, trop de temps. Quand Charlotte se met en colère, ses hurlements peuvent durer des heures, sans que Martin puisse trouver d'échappatoire à sa violence. Désormais sans travail et sans revenu, Tamara est totalement à la merci de son manipulateur de compagnons. Ma famille est loin. J'ai perdu mon travail, j'ai donné ma démission. J'ai plus d'argent, j'ai aucune entrée. Monsieur me donne que des sous goutte à goutte, donc je peux pas prévoir de partir, je peux pas mettre de côté. Mais après des années de calvaire, Tamara est à bout. En 2006, elle réussit à fuir une fois de plus et se réfugie à Lisieux. Tout de suite, moi j'ai mis en place psy, nutritionniste, tous les moyens étaient pour moi importants pour réussir en fait à sortir de l'emprise. Comment tu vas? Stéphanie est nutritionniste.
C'est elle qui suit Tamara à l'époque. Dès le premier rendez-vous, elle comprend tout de suite que la jeune femme n'est pas anorexique. Pour être cataloguée d'anorexique, il faut remplir un certain nombre de critères que Tamara ne remplit pas. Donc déjà, d'un point de vue purement théorique, elle ne rentrait pas dans les critères de l'anorexie mentale telle qu'elle est définie. Le diagnostic de Stéphanie est sans appel. Tamara n'est pas malade. Elle ne va pas bien à cause de sa relation amoureuse. Moi, je voyais vraiment une progression et à chaque fois une dégringolade. C'est-à-dire que c'était tu ne vas pas t'en sortir, quoi. C'était un peu comme si le message qu'il lui renvoyait, c'était ça. C'était tu ne pourras jamais t'en sortir sans moi, peut-être, hein, un petit peu dans cette idée-là, quoi. Donc ton petit chemin que tu mènes à Lisieux, sans moi, je viens et je casse la baraque, quoi. Je te ramène à zéro, quoi. Tous les week-ends, son compagnon vient frapper à la porte de Tamara. Au bout d'1 an, elle finit par céder à ses promesses. Elle rentre à Courbevoie et tombe enceinte dans la foulée. Mais dès le 8e mois de grossesse, la face sombre de son conjoint va refaire surface. Geneviève Schmitt, Tamara prononce un mot intéressant. Elle dit que son conjoint était un caméléon. C'est emblématique du pervers narcissique? Il va s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve. Un manipulateur, par exemple celui que j'ai connu, avec sa mère, avait un comportement manipulateur certes, mais différent qu'avec son fils, qu'avec ses collègues, qu'avec moi. Et à quel moment la victime a le déclic? À quel moment elle décide de s'en sortir? Il y en a qui ne le décident jamais. Il y en a qui le décident parce qu'il y a eu la chose en trop, la violence en trop. Ou alors parce que j'ai plusieurs patients d'ailleurs, femmes, sont les enfants qui ont demandé, mais pars, fous le camp. Ouais, alors si on en est victime, si on décide de s'en sortir, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des endroits pour être aidé? Une fois qu'on a compris qu'on était là-dedans et qu'on a décidé de sortir, c'est pas encore si simple. On ne prend pas la porte et on s'en va. Ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a ce phénomène d'emprise où on revient quand même. Et c'est comme ces femmes battues qui reviennent, ou les enfants qui reviennent vers leurs parents tortionnaires. Les victimes appellent ça de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est de l'addiction, comme on est addict à la cocaïne ou à tout ce qu'on veut. On revient parce qu'il y a un manque. Là, toute la perversion, elle est là, je pense, chez la victime en tout cas. C'est qu'elle sait, la victime sait qu'elle est dans un système qui la tue, elle est dans un système vraiment toxique au plus haut point, mais va revenir quand même. Pour Martin, le cauchemar semble sans fin. Les crises de sa fiancée sont de plus en plus fréquentes. Elles peuvent durer des nuits entières. Elle était très violente dans ses propos et également violente physiquement, en fait. Elle me bousculait, elle faisait en sorte, si je m'isolais dans une pièce, de venir, de tambouriner à la porte, parce que je m'étais enfermé et elle était prête à tout casser. Pour empêcher Martin de partir, Charlotte n'hésite pas à lui confisquer ses papiers et ses clés de voiture. Il se retrouve régulièrement pris au piège, obligé de supporter ses crises. Et à plusieurs reprises où elle s'est mise dans des colères pas possibles, et où elle m'a donné des coups de pied, et j'ai eu une mauvaise réaction en fait, et je lui ai mis des baffes. Et une fois que je lui avais mis une paire de baffes, en fait, la tension retombait, elle était calmée, elle était en pleurs, assise par terre, en pleurs, et c'était terminé, la crise était passée. À force de le pousser dans ses derniers retranchements, Charlotte a atteint son objectif. Faire de son fiancé un homme en colère. Elle avait gagné, elle avait eu ce retour de violence qu'elle cherchait chez moi, elle allait puiser au plus profond de moi. Il fallait qu'elle me mitraille d'insultes, il fallait qu'elle me donne des coups pour que je réagisse, et parfois, peut-être 5 fois sur les 3 ans, elle a réussi à aller chercher quelque chose chez moi que je pensais pas être présent. Le jeune homme se retrouve alors pris dans un cercle vicieux. Je me sentais coupable, mais je me sentais coupable comme pas possible, je culpabilisais, je me sentais mal, je me dis mais ce que j'ai fait c'est impossible, c'est ignoble, et elle avait réussi, elle avait ce qu'elle voulait. Plus Martin culpabilise, plus Charlotte prend le pouvoir. Le jeune homme est pris au piège.
d'autant que sa fiancée alterne violence et preuves d'amour touchantes. Ça, c'est le faire-part de mariage. Et c'est un faire-part qu'elle avait réalisé entièrement à la main. C'est des petits nœuds, c'est des petites strass, c'est des petits... Voilà, déjà c'est très enfantin et c'est également... elle doit être vraiment amoureuse, folle, pour réaliser un tel faire-part en fait. Des faire-part comme celui-ci, Charlotte en confectionnera plus de 50, entièrement à la main. Mais à 3 semaines du mariage, coup de théâtre. La jeune femme va réserver une dernière surprise à son fiancé. Depuis la naissance de son enfant, le conjoint de Tamara est de plus en plus violent. Donc là, il est devenu plus que méchant, plus que dangereux. Hein. J'avais plus la double personnalité. Et là, parce que j'avais peur de ne pas être crue, parce qu'il me menaçait, il me dit je vais te faire interner, tu vas voir, tu pourras pas t'en sortir, on te croira jamais, jamais, jamais. Seulement cette fois, la jeune femme veut protéger son fils. Lorsque celui-ci a 2 ans, elle s'enfuit avec lui à Strasbourg. Une décision qui lui coûtera très cher. On voit ce monsieur stable, propriétaire d'un appartement, posé au tribunal, et il me décrit comme une anorexique. Au départ, en plus, je peux pas nier parce que j'arrive à Strasbourg, les joues hyper creuses, fragiles, et donc tout fait que quand on me regarde moi, si on regarde que l'étiquette, sans chercher plus loin, on se dit c'est vrai, elle est anorexique, elle est fragile. À l'époque du jugement, Tamara vit en foyer d'accueil avec son petit garçon et elle n'a pas de travail. Le tribunal tranche en faveur du père de l'enfant, malgré une condamnation pour violence conjugale. Ça, c'est la condamnation de monsieur. À l'ensemble de ses papiers, ça fait 3 mois avec sursis, avec une amende de 590 €, relevé de condamnation pénale. 3 mois avec sursis. Quel était le motif ? Violence conjugale. Cette pièce a bien été versée dans le dossier de Tamara, mais cela n'a pas suffi. Depuis 1 an, la jeune maman doit se contenter des vacances scolaires pour serrer le petit garçon dans ses bras. Laura Inker, vous êtes avocat, spécialiste en droit pénal et en droit des personnes, mais vous êtes également le président de l'Observatoire européen des violences intrafamiliales. C'est très très compliqué pour une victime de faire reconnaître qu'elle est maltraitée moralement. C'est un combat qui dure depuis des années. C'est très difficile. Pour les violences physiques, c'est relativement facile aujourd'hui parce que le traumatisme physique se voit. Pour le traumatisme psychologique ou le harcèlement moral, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est un traumatisme qui ne se voit pas d'emblée, et donc il faut un certain discernement, une certaine formation. Et comment est reconnue la violence morale d'un point de vue pénal ? Alors d'un point de vue pénal, c'est un délit aujourd'hui, punissable d'une peine de prison et d'une peine d'amende. Est-ce qu'il y a des cas de condamnation pour violence psychologique ? Est-ce que vous avez des exemples ? Il y a très peu de condamnations, ou alors c'est des condamnations combinées. Quand vous avez à la fois du harcèlement téléphonique, et ça c'est relativement facile à prouver, et que vous avez en plus de la dégradation physique, la personne en colère a cassé un meuble, on va poursuivre sur la base du harcèlement téléphonique, voire de la dégradation du matériel, et accessoirement sur le harcèlement moral. Mais sur le harcèlement moral en soi, il n'y a pratiquement pas eu de condamnation. À quelques semaines du mariage, le couple de Martin va de plus en plus mal. Mais toujours très amoureux de sa fiancée, le jeune homme s'accroche. Pour lui faire plaisir, il décide de l'emmener en vacances à Nice, où la jeune femme a vécu avant de s'installer à Lille. C'est très bizarre parce que dès le départ, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, à peine arrivé là-bas, le jour où on arrive, ça y est, elle ne m'aime plus, elle me regarde plus, elle me montre l'endroit où elle a quitté son ancien conjoint et elle m'annonce qu'elle me quitte.
Donc là, je deviens fou, je sais plus, voilà, moi, je suis complètement dépité. Et elle, ce qu'elle va faire, en fait, elle va s'acheter des habits. Nouvelle vie, nouvelle tenue, donc elle fait les magasins. Elle s'achète une tenue, elle demande à la passer tout de suite, en fait. Donc elle change complètement son habit. Charlotte disparaît de la vie de Martin du jour au lendemain, sans laisser d'adresse et presque sans explication. Le jeune homme ne comprend plus rien. Quand elle est partie, moi je me suis retrouvé très mal, vide de tout, vide de... Elle était plus là, c'était mon centre d'intérêt, mon centre de vie, elle était plus là. Et j'avais plus d'autres... J'avais presque tout perdu quand elle est partie. Et je me suis retrouvé tout seul. L'explication de ces 3 ans d'enfer, c'est en surfant sur Internet que Martin va la trouver. En remontant les différents sites, les différents forums, j'ai trouvé un ensemble d'éléments qui m'ont fait sortir le terme fatal de pervers narcissique. Et donc j'ai regardé pas mal de sites là-dessus, j'ai regardé des émissions, j'ai même acheté des livres sur le sujet, et je me suis rendu compte que c'était exactement le comportement de Charlotte. Ce diagnostic établi, Martin peut commencer à faire le deuil de son histoire. Petit à petit, Tamara commence à se reconstruire et retrouve même le plaisir d'avoir une vie sociale. Après l'isolement, bah oui, on est tellement cassés, on croit plus en rien, ni à l'amour, ni en l'amitié. Donc on se dit, j'ai plus de cœur, je veux plus aimer, l'amour c'est plus pour moi. Et y a une amie qui me dit, ne dis jamais jamais, il ne faut jamais dire jamais. Hein. Et puis un jour, quand ça vous arrive, voilà, on savoure, quoi. Aujourd'hui, Tamara se réalimente normalement. Elle a déjà repris 6 kilos. Mais surtout, elle est fière du chemin parcouru. Elle ne sera plus jamais victime. Tout ce qu'il m'a enlevé, je veux le reprendre. Il m'a volé des choses. Mon objectif, c'est de les reprendre et de dire, tu vois, t'as peut-être la garde de mon fils, mais mes amis, là, à l'heure d'aujourd'hui, tu les auras pas. C'est précieux. Hein. Et mon bonheur, ça, tu l'auras pas. Martin est aussi sur la voie de la guérison. 1 an et demi s'est écoulé depuis le départ de Charlotte. Martin n'a jamais su ce qu'était devenu son ex-fiancé. La jeune femme s'est évanouie dans la nature sans laisser la moindre trace. Après avoir relaté son histoire sur un blog, Martin s'est découvert une vocation d'écrivain. Il envisage même d'écrire un scénario basé sur son histoire. Ça m'a permis d'avoir, en écrivant tout ça dans un blog, d'avoir des retours de personnes qui avaient vécu à peu près la même chose et qui m'ont fait des commentaires assez positifs sur le fait que ce que j'écrivais, c'était très sensé, il n'y avait pas de haine dans ce que j'écrivais. Et il y a des personnes qui m'ont dit, mais quand on vous lit, on a simplement l'impression que vous êtes quelqu'un de bon qui s'est juste fait avoir, quoi.